Et on va attaquer la séquence des tandems. Des tandems où des binômes, donc opérateurs territoire, vont partager avec nous les constats de difficultés qu'ils ont pu faire et les solutions qu'ils ont commencé à apporter. Est-ce que Yann Breton est avec nous Oui. À distance? Normalement, oui. Voilà, on vous voit, on vous entend faiblement. Je pense qu'on va monter le son. D'accord. Ça me paraît mieux. On se parle encore un petit peu. Yann, quel temps il fait à Bordeaux? Il fait très beau. Vous avez celui des Girondins. Et désolé de ne pas avoir pu être présent aujourd'hui. Oui, eh bien, vraiment dommage pour vous, Yann. Même si Bordeaux est une très belle ville, aujourd'hui à Deauville, on est très très bien sous le soleil normand et dans un lieu d'exception que je vous invite néanmoins à venir voir sur votre temps libre. Donc, sans plus attendre, effectivement, Cyril Luneau, Yann Breton, on est sur un très très gros RIP, hein, puisque de mémoire, c'est en nombre de prises 466 000 prises. Pour parler, on enlève le masque, ouais. D'ailleurs, je te dis ça en même temps, je garde le mien. Donc évidemment, forcément, c'est contradictoire. Donc 466 000 prises, actuellement 150 000 réalisées. Donc voilà, on voulait faire le point avec vous deux sur d'abord l'avancée de ce RIP et puis les problèmes que vous avez rencontrés en chemin et les premières solutions que vous avez pu apporter à ces difficultés rencontrées. Voilà, la parole est à vous. Je ne sais pas, Yann, Cyril. Moi, je laisse toujours la collectivité parler avant moi. Donc, bonjour à tous. Je vais juste faire une présentation très ramassée du projet Girondin. Effectivement, ce projet vise à couvrir 100% des locaux en Gironde. On parle bien de tous les locaux, quelle que soit la distance. Et il y a 466 000 habitations à raccorder, ce qui fait un gros projet, un des plus gros projets départementaux de France. Aujourd'hui, ça a bien avancé. La semaine dernière, c'était la 150 millième prise construite, donc c'est allé très très vite malgré le Covid et on tient à féliciter toutes les équipes d'Orange et des sous-traitants, les grands groupes qui nous ont aidés à atteindre cet objectif. Ça représente 113 NRO, 1500 armoires à construire sur le territoire, avec des fois des histoires de patrimoine historique à préserver. Peut-être les points clés du projet sont qu'il n'y a aucun raccordement long. Tout va se faire en raccordement standard. On voit que ça va avoir un impact majeur sur l'industrialisation du déploiement avec les équipes d'Orange. Et Orange a accepté de ne faire que du raccordement standard. Et comment c'est possible de ne faire que du raccord standard? Pardon de vous interrompre, Yann, mais comment c'est possible de ne pas avoir de raccord long? Alors, ça revient à ramener les PBO au plus proche des habitations et d'aller chercher même les endroits isolés. Alors évidemment, on ne va pas raccorder les maisons de chasse ou les gabions, donc il y a une négociation qui se fait localement avec les maires, mais on espère raccorder tous les locaux de ce type-là. C'est un vrai travail d'ingénierie. Il y a eu d'ailleurs des échanges spécifiques sur la longueur des lignes avec l'Agence nationale de cohésion des territoires sur ce sujet précis. Mais ça montre que c'est possible. Alors on verra bien, on en reparlera à la fin du projet. Je pense que pour les 2-3 derniers pourcents, ça va être sympa. Mais on verra bien. Deuxième point, c'est que nous avons fusionné le RIP 1G FTTO avec le RIP 2G. Et ça, c'était intéressant parce qu'il y a eu deux effets qui étaient recherchés. C'était de sécuriser le réseau, de pouvoir faire des boucles de collecte dans le cadre du FTTH. Comme ça, en cas de coup de pelleteuse malencontreux ou de tempête, le but, c'est qu'on ait les réseaux télécoms le plus sûrs possible. Et je pense que la sécurité des réseaux de fibre optique sera un sujet qui va prendre de l'ampleur dans les années qui viennent. Et le deuxième point, c'était aussi économique, c'était d'avoir un catalogue de services homogène et de ne pas avoir deux réseaux concurrents, le RIP 1G et le RIP 2G. Donc ça a été important. C'est une grosse opération qui a été faite et qui est aujourd'hui achevée. Troisième point, le réseau est passif et actif. Et oui, Orange a accepté de déployer une couche activée. Alors évidemment, c'est pas là qu'il y aura probablement le plus d'activité économique, mais on voit très clairement que sur le marché entreprise, ça anime le marché entreprise. Et il y a plein d'opérateurs qui viennent sur le réseau activé. C'est vraiment le réseau entreprise qui tire le plus de bénéfices de cette couche activée. Et pour la petite histoire, c'est Nokia qui réalise cette activation. Et enfin, le dernier point sur le sujet, c'est que le planning a été organisé par territoire, pas par NRO, mais par communauté de communes. Il y en a 27 sur la Gironde.
Alors ça complique énormément la donne pour les équipes d'Orange, puisque l'objectif, c'est que les 27 communautés de communes soient déployées en parallèle. C'était le projet politique. Nous verrons peut-être que dans les difficultés, il a fallu qu'on fasse des ajustements dans les 2 premières années pour que ce soit techniquement réalisable. Voilà en première approche le projet Girondin. Cyril Luneau, l'éclairage effectivement de l'opérateur sur cette curieuse contrainte, effectivement, ces plaques au niveau de l'interco, parce que c'est raide hein, comme contrainte quand même. Comment ça a été géré ça? En fait, à partir du moment où on s'engage à être un partenaire des collectivités à travers un projet qui est politique, je le rappelle, hein, c'est toujours un projet politique, pas politicien mais politique, et donc on doit prendre ces spécificités dans chacun des contrats. C'est une grande discussion évidemment lors des négociations avec la collectivité, et une fois qu'on a compris les choses, soit on est OK, soit on n'est pas OK. Donc à partir du moment où on signe, et donc on le fait, on s'organise. Et donc, on a une capacité d'organisation. Donc, on a évidemment une grande expertise au niveau d'Orange. Je rappelle que finalement, sur la zone privée, eh bien, on va faire 80% de la zone privée. On fait 30% de la zone RIP. Et donc, et les 23 RIP que l'on administre, eh bien, ils sont tous différents. Le projet de la Gironde, on dit toujours, chacun des projets est spectaculaire et le premier dans quelque chose ou quoi, c'est le premier RIP départemental avec à terme 500 000 prises. Donc c'est un énorme réseau d'initiatives publiques. Et pour vous donner aussi quelques chiffres qui en rebond à ce que disait Yann, c'est aujourd'hui on est à une cadence de 8000 prises par mois. Donc vous imaginez ce que ça veut dire en termes de déploiement. C'est 425 km de fibres qui sont déployés tous les mois, et on est à plus de 6000 km de fibres qui sont déployés à date. Donc c'est des gros volumes, et c'est pas moins de 7 partenaires de rang 1 qui sont aussi pilotés par les équipes. Donc voilà le type de projet. Et je voudrais juste insister sur un autre point qui me paraît très important par rapport à ce que l'on a pu voir sur le RIP Gironde, c'est que vous connaissez tout le rôle social, donc les compétences départementales du conseil départemental et avec le syndicat Gironde Numérique. Eh bien, c'est aussi un projet en termes d'insertion. Et les engagements en termes d'insertion étaient très importants. Et ils sont tenus, et ils sont au-delà d'être tenus, ce qui est très important, c'est que en termes d'insertion, c'est 142 000 heures qui sont réalisées à date, soit 80% de ce qu'on avait prévu de faire. Et on est au tout début du projet. Donc vous voyez qu'on va aller beaucoup plus loin encore. Donc à la fois dans les négociations qu'on avait eues avec la Gironde, c'était très dur, mais non pas insurmontable, et qui oblige ensuite à renégocier à la baisse. Là, on est plutôt des renégociations à la hausse, y compris en termes de calendrier, etc. Ça va beaucoup plus vite que ce qui a été prévu. Donc voilà, c'est ça que je voulais dire. Elle est très courante, aussi, cette clause d'insertion, quand on travaille sur un RIP départemental, elle est quasi systématique. Bien sûr. Et vous êtes déjà à 80% de réalisation de cette clause-là. Et ça, c'est sur la partie insertion, et sur la partie formation. Donc au niveau des heures de formation, on est à 50% de l'objectif, et on en est qu'à 150 000 prises réalisées. Donc vous voyez qu'on va très vite, et c'est 500 emplois créés sur la zone. Voilà. Donc c'est quelques points sur lesquels je voulais insister. Après, évidemment, on connaît un certain nombre de soucis qui peuvent être internes ou externes. Là, je vais parler surtout de ceux qui sont externes, et notamment, on a eu l'intervention à la fois de Barbara, Bella, Justine, Hortense. Ce ne sont pas des sirènes qui nous ont détourné de notre engagement, mais plutôt des tempêtes. Et donc, très importante, on a été frappé par de nombreuses tempêtes et des bilans climatiques à l'hiver dernier qui ont été très importants. Et malgré tout, avec cette cohésion au niveau des équipes, et c'est ça le fait majeur, moi, ce que j'ai retrouvé, on est allé pour fêter la 150 millième prise, donc jeudi dernier en Gironde, avec Stéphane Richard. Et quand on a vu les équipes, il y avait une unité dans les équipes, à la fois toutes les expertises étaient bien là, mais sur un même plateau, ils travaillent ensemble, et ça c'est absolument phénoménal. C'est une vraie solidarité, tout le monde est animé par un projet qui est ambitieux, et avec une volonté de réussir qui est vraiment phénoménale. Et on sentait
que tout le monde était solidaire du projet et était super content de voir que ça fonctionnait. Voilà. Et enfin, dernier point, c'est qu'on a un partenaire public avec ce syndicat qui connaît son sujet, qui travaille depuis très longtemps sur ces sujets-là et qui a à la fois l'expertise, à la fois il n'a pas peur, je peux vous dire, y compris vis-à-vis des élus. C'est-à-dire que les élus leur font confiance parce qu'ils ont prouvé jusqu'à présent tout ce qu'ils ont fait, donc ils sont performants, ils sont pragmatiques, et donc on trouve les solutions ensemble. Et quand on a des soucis, on se met à la même table et on les trouve ensemble. Et ça, c'est phénoménal. Avoir un délégant qui est fragile, c'est très compliqué pour le délégataire. Et avoir un délégant qui est fort, comme Gironde Numérique, c'est absolument fabuleux. Et donc, on est très, très heureux de travailler avec cette équipe. Parmi ces sujets que vous avez mis en commun sur la table, il y avait la question du mode stock. Qu'est-ce que vous avez apporté comme première réponse aux difficultés posées par ce mode dont on a vu que l'ARCEP nous disait que certains nombre de travaux en commission, on parle de contrats de deuxième génération. Yann Breton, quels sont les travaux que vous avez conduits ensemble? Ah, pardon Yann, on ne vous entend pas? Ah, est-ce que c'est bon là? Oui, c'est bon, merci. C'était le temps que le micro se calme, désolé. Effectivement, sur le mode stock, le sujet commence juste à arriver en Gironde. On a eu d'autres sujets à résoudre, peut-être qu'on y reviendra, notamment sur les poteaux électriques qui nous causent encore quelques cheveux blancs. Sur le mode stock, aujourd'hui, on est en mode surveillance. Pour l'instant, nous n'avons pas, avec les premiers opérateurs qui sont arrivés, donc Orange, SFR et Bouygues, nous n'avons pas de problème majeur de maintenance. Nous voyons quelques soucis, mais heureusement, nous avons pu mettre le dossier sur la table. Donc, nous envoyons nos propres équipes sur place en complément des équipes d'Orange. Et je sais qu'Orange travaille très activement sur le dossier pour qu'on évite que la situation se dégrade. Donc, pour l'instant, elle est satisfaisante chez nous. Nous avons des dégradations qui restent classiques. Oui. Mais on sait qu'à la lueur de ce qui s'est passé sur d'autres plaques, on est très, très attentif là-dessus. Je pense que ce sujet va monter en puissance dans les mois qui viennent en Gironde. D'accord. Vous êtes en mode vigilance pour l'instant, mais vous vous préparez effectivement à réagir. Un complément ? D'abord, le contrat stock V2, eh bien, on va le mettre en place sur la Gironde, c'est en cours. On discute déjà, et il y a déjà des choses qui ont été faites sur le contrat stock V1, mais on les met en place déjà avant même d'avoir signé ce contrat stock V2. On a une grande vigilance avec les nouveaux arrivants, je parle des nouveaux arrivants FAI sur le réseau, et on va être évidemment d'une très très grande vigilance aux côtés de Gironde Numérique, mais surtout on va prendre nos responsabilités, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on signe un contrat, eh ben, il va falloir qu'il soit exécuté. Si à un moment donné on est obligé de faire cesser la commercialisation par un opérateur, un FAI, qui ne respecterait pas les règles, on n'hésitera pas. Franchement, voilà, et c'est tout à fait normal. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la non-qualité de service est très, très coûteuse. Et qu'elle le soit pour l'opérateur d'infrastructure ou l'opérateur commercial. Donc, personne n'a intérêt à le faire. On a eu une montée en puissance en termes de volume qui a été non maîtrisée, on le sait. Aujourd'hui, c'est un chantier qui est vraiment de toute priorité chez Orange, que ce soit chez Orange OI ou Orange opérateur commercial, et sans aucun doute, on va y arriver. Donc, moi, on voit déjà les chiffres qui s'améliorent globalement, et ça, on n'a aucun doute sur le fait qu'on va y arriver. Donc, on donnera certainement dans les prochaines semaines un certain nombre d'éclairages justement sur cette évolution. On le fera communément avec Infranum, comme on le fait régulièrement. Ça, c'est le premier point. Mais je voudrais insister sur un autre point qui est aussi vraiment hyper important, parce qu'on peut imaginer que des actes de négligence qui portent ombrage au réseau ou qui vont engendrer des dégradations, c'est une chose. Mais des actes volontaires contre le réseau qui viennent dégrader, comme ce qu'on a en ce moment, donc avec des groupuscules organisés à la fois sur les réseaux mobiles
à la fois sur les réseaux cuivre, à la fois sur les réseaux fibres, etc. C'est inacceptable. Et là, on a besoin c'est un peu comme la RATP, on a besoin vigilants tous ensemble. Et c'est pas seulement sur les opérateurs, c'est avec les autorités locales, les préfectures. On a écrit une convention acte de malveillance, justement pour essayer d'aller défendre et de s'occuper de cette problématique-là. On a besoin d'être très très proche des autorités locales et notamment des forces de gendarmerie, de police, etc. Et donc c'est ce qu'on est en train de mettre en place sur l'ensemble des réseaux. Nous, chez Orange, on le vit régulièrement parce qu'on a un réseau qui est beaucoup plus important que tous, que ce soit sur fixe et mobile avec les 3 autres opérateurs. Donc, on a tous communément, c'est un bien commun, c'est un bien essentiel, on l'a dit, et donc il faut que tout le monde, y compris le citoyen, joue son rôle Se sentent d'alerteur et effectivement copropriétaires de ces équipements. exactement, exactement, voilà. Merci Cyril Huneau. Yann Breton, sur les appuis communs, comment ça se passe? Le territoire est extrêmement vaste à la Gironde, donc il doit y avoir des kilomètres de fibres à poser sur les poteaux, c'est compliqué donc. Oui, c'est compliqué parce que c'est l'application de la loi qui pose problème aux élus et aux habitants. Les opérateurs télécoms ont de plein droit la possibilité de soit doubler les poteaux électriques, soit de créer du nouvel aérien. C'est ce que prévoit le Code des postes et télécommunications. Oui. Or, dans de nombreux endroits, soit des passages en forêt et ça inquiète les élus d'avoir des lignes aériennes en cas de tempête, parce que la communication est coupée, soit dans des lotissements où les habitants ne comprennent pas pourquoi on double les poteaux. Il y a tout un travail à faire avec les opérateurs et les élus pour trouver des solutions. Alors on a la chance, notre délégataire Orange ne vient pas nous voir en demandant l'application stricte de la loi et il nous permet de dialoguer tant avec les élus qu'avec Orange. Mais il y a aussi un sujet problématique qui est le passage sur les poteaux électriques, puisque les calculs de charge sont très restrictifs. Ça dépend aussi de la façon dont c'est appliqué localement. Nous avons aujourd'hui des difficultés à passer sur les poteaux électriques qui, je le rappelle, appartiennent aux communes. Donc un élu, un maire, ne comprend pas comment il ne peut pas passer facilement sur ses propres poteaux, même si la concession est à inédite. C'est un sujet qui n'est pas résolu aujourd'hui. Ça fait partie de, allez, on va dire, avec les problèmes d'adresse, c'est la moitié de nos irritants avec les élus. La moitié. Donc, ah oui, c'est vraiment un des sujets. Le reste est à peu près bien géré, hein. Mais ça fait partie des sujets pour lesquels on travaille activement, mais on n'a pas de réponse satisfaisante à date. Et le calcul de charge, il est fixé par Enedis pour le coup, par le concessionnaire. Alors, il est fixé par le concessionnaire, mais après, il existe des marges de manœuvre. Il existe un processus pour qualifier les sous-traitants. C'est le fameux processus CAPO qui permet de qualifier les sous-traitants. Ça reste compliqué. Et il reste la question de la D3, donc la fibre optique entre le point de branchement optique et la dernière prise chez l'abonné, où on a besoin d'avoir beaucoup de souplesse. Honnêtement, vu comment ça avait été déployé dans les décennies précédentes, on n'est pas sûr que l'ajout d'une petite fibre optique change radicalement la donne sur les poteaux électriques. Et peut-être l'alerte à garder, c'est quand même, tant les élus que les particuliers ne comprennent pas ce sujet. Ouais. Ils ne comprennent pas pourquoi c'est si compliqué. Il ne faut jamais oublier que nous avons tous des réglementations, des calculs de charge à respecter. Et derrière, c'est incompris par la population. Il faut qu'on en tienne collectivement compte. Alors, c'est pas comme si le président de la FNCCR n'était pas girondin. Alors justement, c'est une grande force. On a Monsieur Pinta, qui est le président de la FNCCR, hein, qui nous aide activement sur le sujet. Et mais bon, on comprend que les autres opérateurs de réseau, les réseaux électriques, n'ont pas envie de voir la fibre optique parce que ça cause forcément des tracas. Mais in fine, les appuis communs, tant télécom qu'électriques, appartiennent aux communes. Donc il faudra qu'on s'en souvienne. Merci Yann en direct de Bordeaux. Un mot de la fin, Cyril Huneau? Sur ces points-là, on a une vraie chance aujourd'hui, c'est que l'ensemble des acteurs qui étaient en compétition jusqu'à présent ne sont plus véritablement en compétition dans la mesure où finalement tous les projets ont été distribués, ont été attribués. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut discuter d'une manière, je ne dis pas qu'on ne le faisait pas avant, mais en tous les cas, on le fait d'une manière raisonnée, pragmatique, et on essaye de régler les problèmes. Et donc, il
il y a des instances qui permettent de le faire. On parlait de la FNCCR qui se sentait jusqu'à présent pas forcément très, très concerné par ce sujet-là, et il l'est maintenant beaucoup plus. On a eu un renfort aux côtés de Xavier Pintat avec Patrick Chaise, qui est donc vice-président et en charge des sujets numériques. Et donc, on attend en effet, comme on a une position à peu près commune tous sur le sujet, on s'est mis d'accord en tant qu'opérateur. Normalement, voilà, si on arrive à avoir cette discussion-là, je ne sais pas si on va tout résoudre, mais si on pouvait résoudre déjà 80% des problèmes, ça serait déjà pas mal. Merci. Merci à tous les deux. On vous applaudit. On va passer d'un très beau paysage à un autre. Après le bassin d'Arcachon, on va aller en baie de Somme avec Nathalie Dirand, donc directrice du développement de Covage, et Marie-Laure Crespel, directrice de Somme Numérique. Donc, comment ça se passe, ces questions de raccordement chez vous? Vous êtes à quel taux d'échec, mais donc quel taux de réussite? Et voilà, racontez-nous comment ça se passe. Merci, donc bonjour à toutes et à tous. Donc pour vous présenter un peu le contexte, donc Somme Numérique a une histoire ancienne de l'aménagement numérique puisque le syndicat mixte a été créé en 98. Il comprend aujourd'hui le département de la Somme et 15 EPCI, dont l'agglomération d'Amiens Métropole, ce qui a permis de faire jouer la mutualisation à plein depuis l'origine. Donc nous avons une vision globale de l'aménagement numérique, tant sur les infrastructures, sur les usages, les services numériques pour accompagner la transformation numérique des collectivités et jusqu'à l'inclusion tout récemment pour faire le lien avec les propos de Madame la Ministre. Donc, ce qui concerne notre réseau d'initiatives publiques, nous portons une délégation de services publics donc unique, FTTO et FTTH, confiée à Covage. Donc, sous forme d'affermage, les travaux sont actuellement réalisés par Axians et Sogetrel. Donc sur ce volet FTTH, donc hors zone AMI, nous couvrons 733 communes pour un objectif à terme de 214 000 prises. Donc ce que je voulais signaler, comme on parle de tandem délégant-délégataire, c'est que derrière le délégant, il y a aussi beaucoup d'élus locaux qui sont vraiment nos relais sur le territoire pour faire avancer le projet, et nous tenons beaucoup à les informer dès le démarrage des opérations sur le territoire, ce qui permet de faire déjà lever beaucoup de blocages de terrain, et cette relation de proximité est ensuite prise en relais par Covage au moment de la commercialisation, ce qui nous permet d'atteindre pour certaines petites communes aujourd'hui déjà plus de 70% de taux de pénétration, donc avec des foyers en majorité raccordés à la fibre, donc ce qui est quand même assez agréable. Donc où nous en sommes aujourd'hui, c'est 70 000 prises déployées, donc à peu près 30%. On avance pas à pas, mais le nombre de foyers raccordés a été multiplié par 3 en courant d'année 2020, donc avec 27 000 raccordements. Nous avons les 10 opérateurs, donc 10 opérateurs de services sur le territoire, dont les 4 au Seine. Donc voilà, évidemment, cette accélération a fait lever et encore mis en évidence certaines difficultés qui existaient déjà. Donc on va vous présenter quelques exemples. Absolument. Bonjour à tous et à tous. Donc avec Marie-Laure Crespel, on a choisi de partager avec vous 4 thématiques ce matin, 3 sous l'angle FTTH et une sous l'angle FTTO, puisque dans le raccordé, il ne faut pas négliger les entreprises. C'est un point fort de notre activité, de la dynamique du pays. Donc, sur les 3 sujets FTTH, on va vous parler des appuis communs, des NEDIS, et d'un vrai partenariat qui fait la différence sur le territoire, de ce qui a été mis en place par Somme Numérique dans le cadre des relevés boîtes aux lettres sur le terrain. Et enfin, évidemment, Marie-Laure partagera avec vous l'expérience du Mostoc et les attentes de Somme Numérique pour faciliter le fonctionnement, même si on a tous conscience que c'est ensemble que nous résoudrons les enjeux que représente ce Mostoc aujourd'hui. Et puis, je vous parlerai du FTTO. Alors, juste pour répondre à ta question, Sébastien, dans la Somme, et on va vous l'expliquer, il y a tout un tas de bonnes pratiques qu'on va partager avec vous ce matin, qui nous permettent d'avoir un taux de raccordement au premier rendez-vous lorsqu'il y a un raccordement FTTH à réaliser de 90% des demandes.
C'est un excellent score. Je pense que personne autour de l'Assemblée ne pourra le négliger. On est plutôt entre 15 et 20% au global. Chez Covage, on est à 15%. Donc voilà, donc c'est un excellent score. Donc sur Somme Numérique, contrairement à ce que témoignait le reportage, on n'est pas du tout au rendez-vous de ce qui est annoncé. Voilà. Alors, je vais commencer le propos par l'expérience qu'on a fait des appuis aériens, et je rejoins complètement le discours d'Infranur partagé par Hervé Rescar. La souplesse est la clé de l'efficacité sur les supports aériens. Alors, comment ça a été mis en place entre la Somme, à l'initiative de la Somme, de Somme Numérique, avec Enedis et avec Covage depuis 2016. Comme tous autour de la table, on signe des conventions avec Enedis pour pouvoir utiliser leur support aérien. Le syndicat et Enedis se sont engagés dans une relation très très forte, puisque au-delà de cette convention, ils ont mis en place une gouvernance conjointe qui, tous les trimestres, les réunissait pour essayer de comprendre les difficultés qui étaient rencontrées sur le terrain pour les résoudre. Et très vite, ils ont décidé ensemble de réaliser 100% des calculs de charges sur 100% des réseaux de transport. Ils ont identifié que potentiellement 8000 poteaux, 8000 appuis aériens pouvaient être utilisés. Dans les faits, c'est près de 7900 qui ont été utilisés au moment du déploiement. Donc ça montre l'efficacité de la collaboration. Lorsqu'il y avait des difficultés qui, on va dire sur le papier, n'arrivaient pas à être résolues, ils sont sur le terrain et adossés à ce comité conjoint d'échange, il y a des audits qui, une fois par trimestre, sont aussi organisés sur le terrain pour solutionner. Donc c'est vrai que c'est une efficacité qui est vraiment qui a montré ses résultats, et on espère nous pouvoir l'avoir se généraliser par ailleurs. Ça a été un gros investissement et d'Enedis et de Somme Numérique pour mobiliser les sociétés de travaux, pour réaliser l'ensemble des études de charge sur ces 8000 poteaux. Fort de ce constat, et pour aller plus loin, Somme Numérique a décidé de réaliser aussi les études de charge sur la partie distribution. Et donc là, ils ont identifié 1500 poteaux potentiels qui pouvaient être utilisés et qui allaient être utilisés dans le cadre de la phase 2, puisqu'il y a 2 phases dans ce réseau, pour pouvoir accueillir les raccordements. À l'heure où on se parle, il y a déjà 750 poteaux qui sont utilisés. Donc ça montre que vraiment, Enedis joue le jeu, Somme Numérique joue le jeu, et Covage évidemment joue le jeu dans l'échange que nous avons avec les opérateurs, puisque ces informations, nous les avons partagées avec l'ensemble des opérateurs commerciaux. D'accord. Pour finir sur ce point-là, cet échange et cette continuité d'échange que l'on avait instauré à l'initiative de Somme Numérique avec Enedis, elle a été dans la continuité du travail avec les opérateurs. Et je remercie les opérateurs commerciaux et en particulier les 4 OCEN qui ont joué le jeu, puisque au moment où évidemment il y a eu l'arrivée des 4 OCEN sur le réseau, il y a eu une accélération. Marie-Laure le disait tout à l'heure, 3 fois plus de clients l'année dernière que l'année précédente. Et donc, il pouvait y avoir des pratiques qui n'étaient pas satisfaisantes, soit en termes de dégradation, soit en termes de règles de sécurité. Là encore, l'ensemble des acteurs, le syndicat Somme Numérique, Enedis et les opérateurs se sont réunis, ont réalisé des audits ensemble, ont décidé d'aménager les règles de fonctionnement, et puis ont parfois pris la décision d'arrêter de travailler avec un sous-traitant qui ne respectait pas les règles du jeu après les multiples alertes. Donc oui, il y a des difficultés, mais il y a des enjeux, et dans le cadre de ces solutions d'appui aérien, on les a résolus ensemble, et je pense que c'est la meilleure façon d'avancer. Je crois que Marie-Laure, tu veux nous parler de l'adressage. Donc, un mot sur l'adressage. Donc, l'importance a déjà été évoquée à plusieurs niveaux. Donc, concrètement, nous, on a relevé en effet cette difficulté, notamment depuis 2019, lorsque les OCEN sont arrivés pour commercialiser nos prises FTTH. Concrètement, nous avons édité un guide pratique à l'usage des élus qui était déjà sur un modèle existant, puisque le réseau des collectivités locales fonctionne toujours très bien. Donc nous avons envoyé ce guide à toutes les mairies au printemps et à l'automne 2020, tenant compte des changements d'élus locaux entre-temps. Et nous avons engagé cette année une démarche
proactive en collaboration avec l'Association des maires de la Somme sous forme de webinaires par territoire, ce qui permet de les sensibiliser et de leur faire une démonstration en ligne de l'outil de base adresse locale pour les rendre autonomes sur le sujet, parce que c'est vrai que c'est un outil qui est très accessible. Et voilà, donc on continue l'accompagnement si besoin, mais aussi pour leur expliquer qu'ils peuvent vraiment prendre en main les choses par eux-mêmes et que c'est important. Et donc, en croisant les éléments avec Covage, qui, au moyen d'un outil, vérifie tout le croisement de toutes les bases d'adresses existantes, on relève que 95% de nos adresses sont identifiées. Donc voilà, finalement, on a encore un travail qui est assez chronophage, mais sur voilà, un reliquat de 5% des adresses de notre territoire. Et puis, Pas mal, un ça. mot... Vous avez résolu là, par la gouvernance la question des appuis communs. Vous faites la course en tête sur l'adressage. Pas mal. Voilà, vous aurez les documents, des modèles à nous passer. Non, hein ouais, super, merci. On essaye d'avancer en tout cas de façon très pragmatique aussi, comme ça avait été indiqué. Et puis donc un mot sur le mode stock. Donc, comme en Gironde, les choix d'ingénierie font que nous n'avons pas de raccordement long. Avec nos petites communes, nous avons des petites armoires de points de mutualisation, ce qui fait que ça aide peut-être aussi en termes d'exploitation. Donc, nous avons finalement peu de problèmes de jarretirage. Par contre, évidemment, comme dans d'autres départements, nous avons constaté beaucoup de dégradations sur les armoires, les serrures forcées, les portes. Mais voilà, il faut souligner que c'est effectivement tout l'écosystème qui est concerné par ces raccordements, et que sans les opérateurs d'infrastructure, les opérateurs commerciaux, nous n'aurions pas pu relever les défis, les attentes en termes de nombre de raccordements qui se sont posés à nous en 2020. Nous avons pu constater un raccordement toutes les 4 minutes ces derniers mois sur le territoire. Donc voilà, il fallait bien absorber les chocs. Donc c'est vrai que ce qui est important pour nous à notre niveau et ce qui est délicat à faire comprendre aux élus locaux, c'est que évidemment ces armoires, ces biens publics soient dégradés aussi vite après leur installation. Et donc, c'est vrai qu'on a des difficultés à leur expliquer qu'on ne peut pas trouver qui est la personne en cause. Voilà, ça pose vraiment des difficultés pour les élus locaux. Et puis, pour un établissement comme le nôtre, nous avons aussi dû faire face, et Covage également, à de nombreuses réclamations des particuliers qui nous trouvent et des maires, des élus locaux, justement pour résoudre ces problèmes de raccordement final sur lesquels nous n'avons pas la compétence. Donc, nous avons des fortes attentes sur les évolutions annoncées du contrat Stocks V2 pour que voilà, les choses se stabilisent et que chacun reprenne sa place, et qu'il y ait vraiment une relation client-usager qui soit assurée par les OCED. Donc évidemment, on jouera notre rôle de délégataire. Donc on accompagnera la mise en œuvre du stock V2, on continuera le dialogue, on essaiera de réagir le plus vite possible quand il y a des dégradations, parce que ça joue aussi à maintenir une infrastructure. Mais on écrira cette histoire tous ensemble, parce que c'est l'ensemble de la multiplicité des acteurs. Et je pense que c'est aussi la prise de conscience de tous dans la multiplicité des acteurs, des élus, des syndicats, des opérateurs d'infrastructures, des opérateurs commerciaux et des sous-traitants de chacun d'entre eux. On voit que le nombre d'acteurs qui interviennent sur les infrastructures aussi est très très important, et donc la bonne coordination de tous est importante. On le voit, Marie-Laure le disait, sans l'ensemble de cet écosystème, on n'aurait pas réalisé les volumes qui sont les nôtres. Cette année, chez Covage, on réalise par minute plus de 2 raccordements. Donc, ceux de la Somme, effectivement, ils contribuent grandement. Et donc, il faut maintenir ce niveau d'exigence. On n'oublie pas dans ce travail-là le fait d'aller raccorder les entreprises et les usages. Et dans le cadre de la Somme, on a mis en place aussi des montages particuliers. On a raccordé sur l'emprise FTTO plus de 1400 sites clients différents, et la moitié d'entre eux sont des sites publics. Somme Numérique, dans ses missions, intervient aussi dans le cadre d'un groupement de commandes, et donc anime tous ces usages, ce qui a permis de raccorder beaucoup d'écoles, l'ensemble des écoles de la ville d'Amiens,
les collèges. Et puis, ça permet aussi d'amener de nouveaux usages. Le bus à haut niveau de service qui a été mis en place sur la métropole d'Amiens, qui évite la circulation et qui donne de l'information aux différents citoyens qui ont besoin de circuler, qui peuvent utiliser les transports locaux. Et il y a tout un tas de dispositifs qui aident aux nouveaux usages. Voilà. Donc nous, on est ravis de ce partenariat. Cyril le disait, c'est vrai que quand on a un délégant qui est fort, qui suit son projet, qui l'accompagne, qui met du pragmatisme, c'est la clé pour faire aboutir efficacement les projets. Et puis, je vais laisser la conclusion à Marie-Laure sur justement la continuité de ces témoignages. Donc c'est vrai que sur les usages et sur le lien qu'on peut faire grâce au numérique, nous sommes particulièrement fiers du projet autour des espaces numériques de travail qui a été mené dans le département. Aujourd'hui, nous avons une plateforme mutualisée qui favorise la continuité éducative. On l'a vu pendant la crise sanitaire. Avec l'accélération de cette année 2020, nous arrivons à 100% des élèves de maternelle et élémentaire qui disposent de ce compte à la plateforme Espace numérique de travail, également tous les collégiens, ça c'était déjà acquis. Donc aujourd'hui, cette plateforme est mutualisée à l'échelle de la région Hauts-de-France, ce qui fait que les enfants de la maternelle au lycée disposent du même compte. Et sur le département, c'est une plateforme d'échange qui relie 35% de la population samarienne entre les élèves, les parents, les personnels des établissements d'enseignement. C'est un outil mis à la disposition des collectivités pour faciliter la communication avec les familles. Voilà, ça crée du lien et c'est très important. Merci à toutes les deux, on peut vous applaudir. On retient bien et merci Lionel Recorbet de ce passage remarqué. Je donne des noms. Ce qu'on retient, c'est effectivement cette notion de gouvernance commune d'un réseau et d'avoir des élus locaux, y compris les maires, qui se disent c'est pas le réseau de Covage, c'est pas le réseau de Somme Numérique, c'est mon réseau. Et peut-être que c'est là-dessus qu'on va pouvoir travailler et là-dessus qu'on va travailler avec David Elfassi, avec Grégory Mendes. Donc Grégory, vous êtes le directeur général adjoint de Manche Numérique. Et David, vous êtes le président d'Altitude Infra qui est basé dans la Manche. Et donc, nos locaux de l'étape, c'est à vous. Qui parle en premier? Grégory. Donc, quel problème rencontrer, quelle solution apporter? Puis peut-être d'abord un petit point sur le réseau lui-même. Très bien, merci. Merci de votre accueil. Avec plaisir. Oui, vous pouvez enlever le masque quand vous parlez. Merci. Donc déjà, oui, quelques petites spécificités du réseau de la Manche. Donc déjà, en fait, on parle beaucoup de réseau d'initiative publique. En fait, pour la Manche, on pourrait même dire que c'est un département d'initiative publique, puisque c'est le seul département français pour lequel il n'y a eu aucune initiative privée donc, dans le cadre des zones AMI ou AMEL. Donc les initiatives des collectivités territoriales de la Manche, soutenues par le plan France Très Haut Débit, la NCT, et la région Normandie également, font que c'est uniquement l'initiative publique qui permet de déployer et d'apporter le réseau très haut débit auprès de tous les Manchois. Donc déjà, même Saint-Lô n'est pas en zone AMI. Même Saint-Lô, aucune. Voilà. Saint-Lô, ni Saint-Lô ni Cherbourg, qui sont les deux plus grandes communes de la Manche, ne sont en zone AMI. Voilà. Donc c'est une spécificité qui fait que uniquement l'initiative publique permet d'apporter le très haut débit. Une deuxième spécificité, le syndicat Manche Numérique est, on va dire, un des précurseurs. Il a été créé en 2004, initialement pour le dégroupage du DSL, mais on a mis en place du coup un réseau de collecte optique, donc un réseau backbone qui fait plus de 1500 km et qui aujourd'hui sert, enfin déjà aujourd'hui, depuis un certain nombre d'années, sert également de réseau de collecte pour le réseau de deuxième génération, le RIP de deuxième génération FTTH. Donc ça permet également d'avoir une certaine maîtrise du réseau, de la manière dont tu t'es utilisé et de la manière dont on peut continuer de le déployer. Une troisième spécificité, c'est également que Manche Numérique, compte tenu de l'absence d'initiatives privées sur son territoire, est également opérateur commercial dédié aux collectivités, donc fournisseur d'accès à Internet. Et ça a permis déjà depuis plus d'une dizaine d'années sur le réseau Backbone qui a été déployé, les 1500 km, déjà de raccorder l'ensemble des collèges sur ce réseau opéré par Manche Numérique. Donc, à l'heure où on parle de souveraineté numérique un peu partout en France, on peut déjà dire que la manière dont le réseau du syndicat a été construit, la Manche, le département de la Manche, a réellement la main
sur l'aménagement numérique du territoire, compte tenu qu'elle est à la fois propriétaire et à la fois maître d'ouvrage du déploiement des réseaux très haut débit fibre optique dans la Manche. Pour en revenir plutôt maintenant sur le réseau FTTH, sur le RIP FTTH, donc le RIP de deuxième génération, on a pris également la décision de rester maître d'ouvrage pour la construction de ce réseau. Donc on a fait appel, on a saisi l'opportunité qui nous est permis depuis 2018 avec la loi Elan de passer avec un marché de conception-réalisation qui nous permet quand même de garder la maîtrise d'ouvrage, donc assurer un certain niveau de qualité dans la construction de ce réseau, bien c'est pas qu'on n'a pas confiance dans les opérateurs dans le mode concessif, mais c'était vraiment une volonté politique aussi de conserver la maîtrise d'ouvrage de ce réseau et de la construction de ce réseau. Donc le réseau, c'est 320 000 prises sur la totalité de la Manche. C'est aujourd'hui déjà 120 000 prises qui sont raccordables sur notre réseau, donc ça représente à peu près 40% d'avancement à date. Le montant de l'opération, c'est 514 millions d'euros. On est sur le point de boucler l'opération. Il nous reste encore 12 millions d'euros à boucler, donc on est en discussion avec les différents partenaires justement pour établir ce bouclage assez rapidement et procéder à la suite des opérations. Dans le cadre de ce marché de conception-réalisation également, on a pu inclure des heures d'insertion, par exemple des clauses sociales, qui permettent aussi d'assurer voilà, une certaine évolution et une formation de publics locaux. Donc voilà, soit via des heures d'insertion et également des clauses de formation qui sont intégrées dans ce marché. Concernant maintenant l'exploitation, je me permets également de préciser que le marché de conception-réalisation, évidemment, il est alors évidemment non, parce que c'était un marché séparé, mais il a été attribué à la société Altitude Infrastructure Construction. Donc on est heureux aussi de travailler avec eux sur la partie construction, puisque sur la partie exploitation, donc sur notre DSP, c'est également Altitude Infrastructure qui est délégataire et qui exploite ce réseau depuis maintenant 6 années, depuis 2015, et qui a réussi à séduire les 4 grands opérateurs depuis déjà un certain temps, hein, puisque ça fait maintenant déjà 1 an et demi que les 4 opérateurs sont sur notre réseau. Donc c'est un point aussi qui est assez notable. On pourrait se dire que du coup, on va avoir déjà des gros effets du mode stock, puisque 1 an et demi de vécu avec les opérateurs nationaux et le mode stock, ça pourrait générer beaucoup de dégâts. Mais en fait, on a mis une certaine stratégie en place pour éviter ou limiter les dégradations. Donc, ce qui me permet d'embrayer sur la partie raccordement. Aujourd'hui, malgré tout, on est quand même sur 10% de taux d'échec avec le mode stock. C'est beaucoup. On considère toujours que c'est beaucoup. On travaille avec notre délégataire, avec les opérateurs pour s'améliorer. On fait que baisser ce taux depuis maintenant 1 an et demi. En moyenne, c'est 3 semaines pour faire un raccordement final via le mode stock. Donc ça reste aussi des délais qui sont très raisonnables, sachant qu'on n'a pas de raccordement à la demande. On pose la totalité des points de branchement optique finaux sur notre territoire. Malgré tout, on a quand même des raccordements longs, parce que on est sur un territoire qui est très diffus en termes d'habitat. On va aller chercher l'ensemble des fermes, l'ensemble des exploitations agricoles qui peuvent parfois être très isolées. Donc on ne va pas pouvoir rapprocher à chaque fois à quelques dizaines de mètres chacune des PBO, mais on les rapproche au maximum, et en tout cas elles sont présentes et permettent après de pouvoir exécuter le raccordement final dès lors que le client souhaitera être raccordé. En termes de commercialisation, on est également sur une dynamique qui est très forte, puisqu'on est sur environ 500 nouveaux abonnés sur le réseau par semaine. Donc c'est une dynamique qui est en constante croissance. Le fait que les grands opérateurs sont là, ça permet toujours d'alimenter cette dynamique et de faire en sorte que la machine ne soit pas enrayée et continue de progresser. Malgré tout, avec le mode stock, on peut avoir quand même des dégradations. Ça a pu être constaté sur notre réseau. C'est lié du coup souvent aux sous-traitances en chaîne, qui fait qu'il y a un peu de perte de valeur, un peu de perte de sensibilité aussi des techniciens, du fait que du travail bien fait, on va dire. Malgré tout, avec l'opérateur, avec notre délégataire Altitude, on met en place une démarche qui est de ne pas attendre, comme sur la vidéo qu'on a vue ce matin, que le plat de nouilles soit présent dans le point de mutualisation. C'est que dès qu'on commence à avoir une micro-dérive, il y a tout de suite des interventions qui sont faites de la part de notre délégataire pour ne pas laisser se dégrader trop fortement les infrastructures, ce qui ensuite incite les autres techniciens qui interviennent à se dire de toute façon c'est déjà totalement dégradé,
une jarretière de plus ou de moins qui ne passe pas au niveau dans la baie voilà, pour le brassage, si le brassage est mal fait pour des dizaines de raccordements précédents, c'est pas grave, je mets le mien aussi n'importe comment. Donc il y a cette démarche qui fait que tout le monde est un petit peu responsabilisé. Pour autant, il faut quand même qu'il y ait une démarche qui soit nationale de régulation justement de l'intervention de ces techniciens pour faire en sorte que ce ne soit pas que du curatif de la part de notre délégataire, parce que c'est son travail quand même de maintenir en tant que maître d'ouvrage, enfin maître d'ouvrage des raccordements et mainteneur du réseau, mais pour autant, il n'est pas là non plus pour essuyer les plâtres des mauvaises interventions des techniciens qui raccordent quoi qu'il en coûte. Donc voilà. Également, on a une démarche vis-à-vis des usagers finaux. Normalement, le seul lien qui existe entre les usagers finaux et la collectivité, bah, tout passe en fait par l'opérateur commercial. C'est le seul lien contractuel qui existe. Aujourd'hui, il y a quand même eu une démarche proactive qui a été mise en place par Altitude Infrastructure et Manchefil, qui est la société délégataire sur la Manche, d'ouvrir sur son site internet un lien de contact pour que les usagers finaux, lorsqu'ils rencontrent un problème avec les opérateurs lors des raccordements, puissent faire remonter en direct l'information à l'opérateur d'infrastructure, qui lui va recevoir du coup l'information de la part de l'opérateur commercial, le raccordeur, la difficulté que peut-être lui il a rencontrée, en tout cas avec sa vision de la difficulté. Et on a également le client final qui lui fait remonter également son information, ce qui permet de croiser les données et puis être un peu plus certain que l'information qui est remontée de la part du technicien est légitime ou ne l'est pas. Voilà. Donc ça permet de croiser ces informations et souvent de résoudre des difficultés que seule la remontée de l'information du technicien opérateur du technicien pour l'opérateur commercial n'aurait pas permis de résoudre. Enfin, juste sur notre démarche avec Altitude Infrastructure, donc alors on a du coup maintenant la chance d'avoir Altitude Infrastructure à la fois sur la partie construction et sur la partie exploitation, mais au final c'est un vrai partenariat qui fait que aujourd'hui le réseau fonctionne, il est de qualité, les opérateurs commerciaux ont été séduits par ce réseau et sont arrivés depuis un certain temps. La démarche commerciale et l'efficience commerciale vis-à-vis des usagers est présente aussi. Donc c'est vraiment en lien avec une sincérité aussi dans les échanges avec Altitude quand ça marche moins bien, pour qu'on puisse trouver des solutions ensemble et faire en sorte que ça avance. Et du coup, avoir également beaucoup d'agilité en termes d'évolution technique et réglementaire. Là, notre DSP, elle date de 2015. Il y a des évolutions qui se font régulièrement. Voilà, on échange très régulièrement avec Altitude justement pour toujours réadapter et suivre la réglementation. Merci Grégory Mendes pour Manche Numérique. Alors on ne dit plus Altitude Infrastructure, on dit Altitude Infra. La marque a évolué donc tout récemment, je crois, David Elfassi, mais on sera encore beaucoup et pendant un certain temps à dire Altitude Infrastructure. En écho au témoignage de Grégory, votre regard, vous, sur aussi l'ensemble de vos réseaux, sur ces questions justement des freins au raccordement. Alors déjà, merci Sébastien pour ton accueil et puis également merci à Monsieur le maire pour ce superbe endroit que je découvre personnellement et je pense que je vais y revenir pour y passer un peu plus de temps. On va tous en venir. Voilà. Également saluer les collaborateurs d'Altitude Infra qui sont présents ici, qui sont plus spécifiquement sur le territoire de la Manche. Et effectivement, comme tu le dis, on s'appelle Altitude Infra parce que nos équipes de com, pour dévoiler une petite cuisine interne, dans leur message pour nous démontrer qu'il fallait avoir ce nouveau nom, nous avait mis en dessous Altitude Infrastructure, c'est relou à dire. Voilà. Et donc aujourd'hui, on a joué la simplicité. Merci Grégory pour cette présentation. Je vais revenir un peu sur Altitude Infra avant de revenir plus spécifiquement sur la Manche, mais dire qu'on est également effectivement content d'être en Normandie. Alors tu as dit qu'on était le local de l'étape. Effectivement, on a une agence relativement importante maintenant dans la Manche entre la DSP et puis également l'exploitation et les travaux. Mais notre siège est basé dans l'Eure. On a d'ailleurs construit un nouveau siège qui aujourd'hui n'a pas vu grand monde, vu qu'on l'a inauguré en plein confinement. Donc il va falloir recommencer. J'ai hâte de retrouver tous nos collaborateurs physiquement. Vous dire qu'on est
très impliqué dans la Normandie depuis longtemps. Ici, on est sur le territoire à la fois du Calvados et de Cœur-Côte-Fleury. On avait répondu à ces 2 appels d'offres à l'époque. Et sans revenir sur le dossier de Covage qu'Olivier Collin a cité tout à l'heure, on est content de revenir, j'espère, pour faire de grandes choses aux côtés de Covage sur ces territoires. Savoir aussi que la première entreprise que Jean-Paul Rivière, notre père fondateur, a lancée, c'est au Havre, pas très loin d'ici, donc un vrai ancrage normand et depuis toujours. Aujourd'hui, Attitude Infra, on a 19 FRIP pour 4 millions de prises à construire sur le plan national et également auprès de nos délégants, parce qu'on a des concessions, mais également des affermages. Et à date, nous sommes à 1 200 000 prises construites, 400 000 prises vendues. Et d'ailleurs, ça fait un taux de pénétration de 30%, mais je pense qu'on est plutôt presque proche des 40% parce qu'on a des prises en quantité qui arrivent tous les mois, et les prises qui arrivent, il faut quand même un petit peu de temps pour les vendre, même si sur l'ensemble des réseaux, et d'ailleurs j'ai vu cette stat-là également dans la Manche, il y a 2 ans, il nous fallait 18 mois pour atteindre 30% de pénétration quand on ouvrait un réseau. Aujourd'hui, il nous faut 2 mois. Wow. Donc on va revenir de surstock, etc. Mais on parlait d'effet volume tout à l'heure, mais aujourd'hui, voilà, on est vraiment... je crois que c'est Antoine qui parlait de fusée, Antoine Daraude, pendant une période, et on est en plein dedans. Et cette année, nous allons d'ailleurs construire 800 000 prises. Tout à l'heure, on voyait 3,6 millions sur l'année 2021. Donc, nous allons contribuer à l'étude infra et nos délégants à la construction de 800 000 prises. Et je tiens d'ailleurs à saluer l'ensemble de nos sous-traitants qui se démènent corps et âme au jour le jour pour déployer ces réseaux et effectivement faire en sorte que les raccordeurs ne les cassent pas trop vite. On se lance également beaucoup sur le marché de l'entreprise parce que dans les slides d'Hervé, tout à l'heure, on en a parlé. On a lancé avec COSC, donc l'opérateur que l'on a racheté l'an dernier, une étude IFOP et qui tend à démontrer que les entreprises veulent maintenant basculer sur la fibre et que cette bascule se fera dans les 3 ans à venir. Donc on est extrêmement concentré. Et je vais quand même dire un poil sur Covage, mais si avant tout on arrive à réaliser l'opération Covage, parce que je tiens quand même à dire qu'aujourd'hui, on attend 2-3 choses. Il faut que l'Europe valide, il faut que l'autorité de la concurrence valide, enfin, il y a encore quelques étapes. Mais c'est avant tout pour grandir sur le marché entreprise, en plus du marché FTTH. Et autant, je pense que Attitude Infra a une vraie expertise sur le FTTH et le grand public. Sur l'entreprise, on en fait aussi, et avec nos délégants, mais je pense que Covage va nous apporter une vraie expertise sur ce métier-là, qui est vraiment son cœur de cible. Avant de parler des raccordements, mais quelques petites spécificités quand même par rapport à la Manche. Pour en rajouter, Grégory, effectivement, comme tu l'as cité, pas de zone AMI, et ça, c'est une particularité au travers de Saint-Lô et Cherbourg. Donc, en fait, il y a eu un premier RIP que nous avons récupéré depuis. Donc, une zone d'initiative publique complète. On a vu que le budget était relativement important, mais il y a vraiment cette particularité dans la Manche d'avoir des longueurs de ligne très, très importantes. Donc, quand on ramène 320 000 prises à 514 millions, enfin, c'est pour donner du relief par rapport à d'autres choses. Également dire que on est content d'une certaine façon, parce que pendant un moment, on était juste le fermier, vous faisiez les travaux. Et de temps en temps, on avait des réunions animées quand nous venions réceptionner les travaux. Maintenant qu'on s'occupe des travaux pour la deuxième partie des prises à réaliser, voilà, on a une forme d'alignement d'intérêt intéressant. Donc, quand vous réceptionnerez nos travaux, vous vous souviendrez de ce qu'on se disait quand on réceptionnait les vôtres et vice-versa. Voilà, mais tout ça pour dire que ça se passe dans un très très bon état d'esprit. Et comme l'a dit Grégory, ce qui est important, c'est une bonne délégation de service public. C'est une délégation de service public qui vit au travers de discussions, au travers de changements, au travers d'avenants, voilà, qui permettent de s'adapter aux évolutions que l'on va découvrir au jour le jour sur le terrain. Et j'espère sincèrement que l'on va se lancer de plein pied maintenant dans une deuxième partie orientée vers les usages. Pendant longtemps, quand on me parlait d'usage, de smart au sens large, j'avais tendance à dire une chose après l'autre. Commençons par construire les infrastructures et mettons pas la charrue avant les bœufs. Aujourd'hui, c'est vraiment le moment, car nous sommes vraiment à l'aube d'avoir des infrastructures fixes mobiles qui vont nous permettre une vraie explosion des usages. Et enfin, je
termine en saluant quand même Manche Numérique, ça n'a pas été dit aujourd'hui, mais ils font vraiment partie des territoires précurseurs. Pour ceux qui sont dans l'écosystème des RIP, et on est une petite bande ici depuis longtemps, ils savent à quel point Manche Numérique, c'est lancé tôt et c'est lancé fort. Donc voilà, je tiens à les saluer pour ça. Merci. Merci beaucoup, David. Merci à tous. On vous applaudit également. On a gardé notre petit quart d'heure de retard du démarrage. Donc, à présent, le repas vous est servi sur la terrasse que vous avez visitée ce matin. Et on se retrouve à 14h pétante au même endroit pour notre séance tandem numéro 2, pour parler de la bonne manière de poser la fibre, pour parler du satellite à très haut débit et en finissant par la base adresse nationale. On l'a mise à la fin, c'est comme dans les émissions de télé, on met le reportage croustillant à la fin. Merci beaucoup.